Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du week-end donc consacrée à l'analyse des différents marchés et des différentes opportunités, en tout cas ce qu'il en reste. Globalement, cette semaine ça a été assez intéressant parce qu'on a pu revisiter un petit peu les fameuses portes de saloon sur les marchés. Donc énormément de volatilité, on l'avait dit, c'est déjà le cas et c'est encore plus le cas. On le voit également, donc on tape et sur les valeurs technologiques, ça, il n'y a rien de nouveau. Mais globalement, voilà, on est en train d'arriver dans une sorte de capitulation sur les valeurs technologiques, mais c'est pas encore ça. Alors c'est le cas sur certaines valeurs si on les prend individuellement, mais globalement l'indice ne capitule pas encore, surtout grâce à Apple. On le regardera, mais il ne faut pas oublier que Apple, c'est 13%, 12 ou 13%, je crois, de pondération du Nasdaq 100. Donc sur 100 valeurs, vous en avez une qui fait déjà 13%. Et en gros, vous prenez les 5-6 plus grosses pondérations, vous avez l'essentiel. Donc c'est ça aussi, il faut faire attention à l'illusion des indices. On en avait parlé énormément de cette illusion des indices il y a l'année dernière, enfin sur la crise Covid, sur le fait qu'en gros, vous aviez essentiellement une poignée de valeurs, une dizaine, une quinzaine de valeurs, c'était le cas sur le CAC 40 aussi. Et donc en fait, si vous étiez sur tracker CAC 40, si vous étiez sur tracker indiciel, Nasdaq, S&P, ce que vous voulez, ou que vous étiez seulement sur les GAFAM, et ben pour vous, c'était tranquille. La crise Covid, globalement, tout était tranquille. Et donc c'était l'illusion des indices, parce que c'était le rappel de se dire, attention, c'est pas parce que tout se passe bien sur les indices, et c'est dû à une poignée de valeurs qui sont surpondérées, et tous les capitaux s'enferment là-dedans. La fameuse, enfin, l'idée que j'expose toujours, qui est de dire on agrandit la salle de concert. Donc en gros, on se met tous sur les mêmes valeurs, on se met tous sur les mêmes trackers, qui eux-mêmes sont surpondérés sur les mêmes valeurs, et donc c'est la boule de neige. Et à partir de ce moment-là, on n'agrandit pas les portes de sortie de secours. Donc la problématique, c'est quand justement on souhaite sortir de ces valeurs-là, c'est là que le marché, les indices deviennent ultra volatiles. Et donc en fait, l'illusion des indices, si vous voulez, ça marche dans les deux sens. Ça marche pour dire que, en gros, vous avez une poignée de valeurs qui permettent aux indices de se maintenir la tête au-dessus de l'eau et d'être positif. Et donc en gros, si vous êtes investi là-dessus ou sur les quelques bonnes valeurs, le reste de la cote, en fait, vous en foutez et vous ne voyez pas que vous avez 50-70% de valeurs qui sont baissières. Donc c'était ça l'illusion des indices pendant très longtemps. Et là, l'illusion des indices, si vous voulez, elle est inversée. C'est-à-dire que si vous êtes sur Tracker ou si vous êtes sur ces grosses valeurs-là, type GAFAM et compagnie, ou Lux, en fait, les anciennes grosses valeurs Momentum qui étaient encore on va dire, au firmament fin d'année 2021, et bien là, forcément, vous le sentez passer, et pour vous, vous passez une très mauvaise année. Pour autant, il y a beaucoup de personnes qui avaient fait la rotation sectorielle, passé sur de l'énergie, passé sur des matières premières, sur des matériaux de base, et pour eux, ils sont en train de passer une très bonne année. Donc en fait, et quand on regarde les indices, c'est moche, c'est pas Jojo, on n'a pas envie, ça donne vraiment pas envie. Mais c'est là justement où donc c'est l'illusion des indices qui est inversée. Et c'est ça qui est important de bien comprendre, il faut se détacher des indices. Parce que les indices vont vous envoyer parfois une photo qui est très belle, mais l'essentiel du marché sous-performe. Et donc du coup, vous, si vous êtes sur l'essentiel du marché, vous sous-performez, vous regardez les indices, et évidemment, quand on se compare, on s'attriste. Mais du coup, là, les stratégies qui sont des stratégies indicielles, des stratégies tracker, des stratégies passives, etc., elles ont beaucoup plus de mal actuellement. On avait parlé l'année dernière, c'est bien de comprendre qu'en gros, c'était pas ça la normalité. La normalité boursière, c'était plus ce qu'on est en train de vivre là. Des phases de construction, des phases de congestion, et à l'intérieur de ces phases-là, c'est le yo-yo et c'est de la volatilité. Et donc ce sont des marchés avant tout de traders, c'est des marchés pour des traders ou des investisseurs actifs, c'est des marchés pour faire de la rotation et gérer son portefeuille de manière beaucoup plus active. C'est dans ces périodes-là, alors historiquement, ce n'est pas les périodes qui durent le plus longtemps, mais ce sont ces périodes-là justement où, on va dire, un investissement plus actif va tirer son épingle du jeu. Et qui plus est, on le voit, si on sort un petit peu de l'ESG, c'est là où on avait la performance à faire.
Donc évidemment, ça c'est facile à dire, mais globalement ça faisait une bonne année, voire plus, qu'on en avait parlé. Et on continue d'être dans ça, donc vous le voyez, on continue de purger les valeurs technologiques, et donc on va les faire rentrer dans une capitulation. Cette capitulation-là, lorsqu'elle adviendra, pour moi, elle n'est pas encore advenue, mais pour moi, ça sera une opportunité. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on a eu une porte de saloon cette semaine, donc avec le fait, vous l'avez vu, que finalement les décisions de la Fed, c'est un non-événement, parce que on a eu ce qu'on avait prévu d'avoir, et globalement, c'est le cas depuis plusieurs mois, parce que la Fed, depuis même plusieurs années, fait en sorte de faire 15 réunions, et on a 10 mecs de la Fed à chaque fois qui nous ont des interviews tous les 2 jours, donc en gros, on sait de quoi on parle, et le marché a le temps d'anticiper, ce qui fait que quand on a la réunion, globalement, on n'a pas de surprise. Ce qui est important, c'est le discours. Et on l'a vu à partir du moment où Powell a dit qu'en gros, on n'allait pas resserrer à plus de coûts de 0,5% sur les prochaines réunions. Donc on aura 0,5 à la prochaine réunion de juin et 0,5 à la prochaine réunion de juillet, certainement. Et donc du coup, ou je ne sais plus quand est-ce que sont les réunions, je crois qu'il y en a une encore en juin, mais juillet, c'est pas sûr. Il faudra que je regarde. Et après, il y a le Jackson Hole fin août. Mais toujours est-il que ce qui est important de comprendre, c'est qu'en gros, on n'a pas eu de nouvelles. Et donc le marché, lui, il est en anticipation, il broie du noir, il anticipe, et donc en gros, il suffit d'annoncer ce qu'on avait prévu d'annoncer pour que le marché finalement se dit, j'ai plus d'incertitude, maintenant mon risque il est acté. Donc il y a plus tous ceux qui voulaient vendre, ils ont vendu, et donc à partir de ce moment-là, on peut renouveler le cycle. Mais ce qui est important de comprendre là, c'est que vous le voyez, ça a duré 12 heures en gros. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une volatilité telle que les carnets d'ordre sont très peu épais. Et on l'a senti dès le début de semaine, et c'est là où on a eu le flash crash, notamment de lundi en Europe. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est au-delà de se dire que Citigroup apparemment n'a pas de service sécurité pour éviter ce genre de problème-là, c'est de se dire que globalement, si vous êtes trader, si vous regardez un petit peu les carnets d'ordre, les carnets s'étaient super vidés, juste avant quand même. Donc, et les niveaux qu'on a atteints le lundi, les niveaux qu'on a atteints essentiellement sur des valeurs industrielles, essentiellement sur des valeurs value, hein, on a attaqué ces niveaux-là, ça a fait revenir énormément de valeurs sur support. Hein, au centime près, hein, on est allé chercher des supports horizontaux, des supports obliques, des Bollinger basses, etc. On est allé chercher des repères, et ça a été acheté. Mais ce qui est important de bien comprendre dans ces eaux-là, c'est un petit peu la nervosité, la volatilité du marché, et de bien comprendre cette image. Donc on a passé des années à agrandir la salle de concert, et dorénavant, les portes de sortie de secours sont fines. Ce qui fait que quand on a des acteurs de marché qui veulent sortir, ils n'ont pas forcément la contrepartie en face, et ils vont aller creuser dans les carnets d'ordre. Qui plus est, des carnets d'ordre, on l'a vu, qui avaient été pas mal vidés. C'est ce qui vous donne une énorme volatilité, qui rend l'ensemble du marché nerveux, les algos en rajoutent une couche, les stops qui lâchent en rajoutent une couche, et donc globalement, que ce soit à la hausse ou à la baisse, vous vous retrouvez avec beaucoup de volatilité. Et donc ça, typiquement, donc là, on est pleinement dans vraiment de la technicité du marché. Et on voit le marché est très technique, hein. On a les niveaux techniques qui sont énormément respectés, etc. Donc on sent bien un petit peu dans quel type de marché on est. Donc pour moi, toujours du marché de trader, du marché en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Alors après, bien entendu, il y a des long-termistes qui peuvent acheter un prix pour des raisons X et Y, fermer le PC, et on réouvre dans 2 ou 3 ans. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Mais voilà, l'idée là, c'est là où on en est. Et donc du coup, ce qu'on a ressenti aussi, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à un moment donné, on a le soulagement, donc on voit le marché qui est soulagé par le fait que, en gros, c'est pas pire que ce qu'on avait prévu, et potentiellement on interprète même un côté un petit peu moins faucon, c'est-à-dire que on resserre monétairement, mais on resserre un petit peu moins que ce que le marché pouvait avoir peur, etc. Donc on a cet effet soulagement. Mais tout de suite, dès le lendemain, vous avez vu, on a creusé
Il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors, c'était quelque part, c'était normal. À l'achat, on n'a eu personne. Et on fait un plus 5% et il n'y a aucune résistance. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de résistance, rien. Et le lendemain, pareil, on pouvait penser, alors le reflux aurait été logique, était sain, etc. On revient sur les supports, et là où on se dit, ce qui serait bien, c'est tenir le support justement pour commencer à construire, et là on peut commencer à construire, à se dire, tiens, peut-être on va faire un petit rebond, construire un rebond un petit peu plus durable, on enfonce tout. Il n'y a pas de support. Et on a continué aujourd'hui également avec la stat chômage. Stat chômage, qu'est-ce qu'elle nous apporte de plus que le fait que l'économie américaine est solide? C'est le fait que, ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'en gros, plus l'économie est solide, plus ça pousse la Banque centrale américaine à se dire, je peux continuer de resserrer. Je ne suis pas, donc pour l'instant, je n'ai pas de signe que je suis en train de tirer une balle, et de toute façon, les hausses de taux que je suis en train de faire maintenant, elles n'auront un impact économiquement parlant que en 6 à 9 mois. Donc c'est là, si vous voulez, où l'exercice est très compliqué, c'est que les stats que l'on a qui sortent, que ce soit des stats d'inflation, que ce soit des stats du chômage, c'est des stats qui sont passés sur le mois d'avant. Et la Fed prend des décisions qui, elles, vont avoir un impact dans 6 mois, 9 mois. Donc potentiellement, on est déjà en train d'avoir un pic inflation, mais ça ne veut pas dire que l'inflation va chuter d'un coup d'un seul. Non, on peut rester sur une inflation assez haute, c'est juste qu'on a un pic, mais on reste sur une inflation haute, et on a justement un pic de croissance également. On continue d'avoir le consommateur, certes, il a un petit peu moins d'épargne, etc., donc il doit chercher du boulot, donc c'est pour ça aussi que c'est important, c'est-à-dire que même si vous avez énormément de création d'emplois qui montrent que l'économie américaine marche à plein, vous pouvez avoir une augmentation du taux de chômage, parce qu'en fait, vous avez des inscriptions supplémentaires de personnes qui s'étaient enlevées des listes parce que Covid, nouvelle vie, j'ai de l'épargne de côté à cause des confinements, et donc j'ai le temps de voir venir. Et là, ce que l'on voit, c'est que les niveaux d'épargne américains sont revenus quasi peu ou prou au niveau qu'ils étaient avant pré-Covid, et donc on se retrouve avec des gens qui finalement ont un portefeuille action ou un portefeuille crypto qui s'est complètement fait défoncer, et donc du coup qui ne peuvent pas partir à la retraite comme ils auraient voulu, et qui doivent reprendre une activité salariée. On a également tout un tas de gens qui s'étaient donné du temps pour trouver mieux, ne trouvent pas forcément mieux, et vont ou se couper du monde, etc., et donc se réinscrivent. Donc ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte. C'est aussi que les stats du chômage étaient limite en plein emploi, 3%, c'est du plein emploi, parce qu'aussi vous avez énormément de personnes qui étaient radiées pour différentes raisons. Ne pas oublier la démographie. Je pense qu'il y a un point crucial qu'on oublie trop souvent, et j'avais fait des vidéos là-dessus, c'est la démographie également. C'est qu'on se retrouve avec une grosse partie des baby boomers, évidemment, qui sont à la retraite ou très proches de la retraite, et qui, évidemment, avaient décidé de prendre plus rapidement leur retraite pour certains d'entre eux. Ne pas oublier également que vous avez énormément de prêts immobiliers, etc., qui ont été pris pour faire du collatéral avec les portefeuilles actions. Donc ça peut également rentrer en ligne de compte. Tout cela pour vous dire que c'est une question de flux. On a fait une vidéo un petit peu plus tôt sur ça. Et donc vous pouvez avoir également des fonds qui sont obligés de liquider à un moment donné. Donc on se retrouve avec toute cette liquidité-là, ces portes de sortie de secours qui sont fines, et donc ce surplus de volatilité. Et ça, c'est important de comprendre dans quel type de marché vous êtes. Et donc on est dans des marchés qui, pour moi, sont toujours dans des congestions. Tant qu'ils ne lâchent pas ces congestions par le bas, on n'a pas les capitulations. On est à la limite, on joue vraiment avec les limites actuellement. Mais je dirais pas, j'acterai pas pour ma part encore la capitulation. C'est pas sûr qu'on en ait une non plus. On peut continuer en fait de dégrader la tendance dans des biseaux descendants, globalement en faisant le yo-yo au milieu. Mais en gros, tant que vous sortirez pas de la figure, il n'y aura pas soit une capitulation, soit un retournement haussier. En termes de catalyseur, c'est toujours la même chose. On avait parlé de cette fermeture de la fenêtre de tir pour prendre du crédit, pour acheter des actifs tangibles et profiter de l'inflation qui boufferait une partie du crédit. Ça, c'était pour les particuliers
et en gros la fenêtre s'est refermée, mais ça existe aussi pour les entreprises, et globalement les entreprises aujourd'hui ont des montagnes de cash, et comme vous et moi, elles réfléchissent à le dépenser ou à l'investir, parce que évidemment elles se font bouffer par l'inflation aussi. Donc tout ça c'est des fusions-acquisitions, c'est des rachats, c'est de l'investissement aussi, mais je veux dire à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que vous avez beau investir plus dans votre outil ou dans des nouvelles idées, à un moment donné, c'est contre-productif et vous n'allez pas avoir un retour sur investissement aussi fort à partir du moment où vous dépassez un certain niveau d'investissement. Donc ça ne sert plus à rien. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous vous retrouvez avec un surplus de cash, et même si vous le réinvestissez dans l'entreprise, dans le matériel, etc., vous n'allez pas créer de la richesse supplémentaire. Donc du coup, vous le réinvestissez dans l'entreprise, mais d'une différente manière, c'est vous rachetez vos propres actions. Pour les radier éventuellement, etc. Et donc partager les profits en moins de titres plus tard. Vous pouvez faire du dividende également, dividende exceptionnel, etc. Vous pouvez essayer d'aller chercher de la croissance externe. Et ça, voilà, énormément d'entreprises le font. Et en gros, là aussi, la fenêtre de tir petit à petit va se réduire. Et c'est pour ça que l'on voit, alors c'était déjà le cas depuis une bonne année, mais s'il doit y avoir des opérations un petit peu type OPA, OPE et compagnie, OPR, pardon, c'est un petit peu le dernier moment, je dirais, les derniers mois pour pouvoir le faire. Et ça peut être vu comme des catalyseurs. Donc ça, voilà, c'est les éléments qu'il faut prendre en compte. Mais globalement, on n'a rien appris cette semaine. Et rien n'a changé. On sait très bien que l'économie est pour l'instant encore forte, mais qu'elle va se dégrader. On sait très bien que les taux montent, on sait très bien que pour l'instant les taux ne sont pas suffisamment hauts pour asphyxier l'endettement des entreprises et des États. Ce n'est pas encore le cas et les banques centrales ne laisseront pas faire. Donc les banques centrales peuvent resserrer. La Banque Centrale Européenne va commencer à resserrer, ce qui peut commencer à mettre un socle à l'euro. Ça aussi, ça va être important au niveau des monnaies. Mais en gros, tout ça, voilà, ça se fait au fur et à mesure, c'est lent. Et vous le voyez, la volatilité et cette question de flux font que, justement, au jour le jour, on a l'impression qu'il se passe énormément de choses. Mais si je reprends des chroniques que j'écrivais en mars, j'écris la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, la peur de la récession, la peur de la stagflation, etc. Et c'est toujours la même chose, si on compare avec les années 70, moi je vous l'ai dit, je préfère comparer avec les années 50, et ce qui est important de comprendre, c'est que pour moi, c'est pas une crise, c'est pas une récession, c'est pas une stagflation comme dans les années 70, hein, on en est très loin, la preuve est que l'économie est quand même très résiliente, alors beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe, bien entendu, mais ce qui est important de comprendre, c'est au-delà de sortir les gros mots style récession et stagflation, c'est de combien on va parler, parce qu'il y a récession et récession, il y a stagflation et stagflation, et puis surtout pendant combien de temps. C'est ça qui est important de comprendre. Donc pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est qu'actuellement, ce que l'on a, c'est tout simplement ce que j'avais expliqué il y a 2 ans déjà, lorsqu'on avait le Covid, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, on a tellement compensé en créant de l'argent, etc., et la perte économique du Covid, qu'à un moment donné ou à un autre, vous êtes obligé de prendre le contre-coup. Donc l'effet un petit peu dépressif, c'était la 3e phase que je vous avais proposée avant la phase de normalisation. Et donc ça, quelque part, c'est ça. Donc c'est finalement, comme je vous l'avais dit, 2022, c'est une année de transition, et cette transition-là, elle est saine, et donc oui, potentiellement, on va avoir une récession, potentiellement, on aura une stagflation aussi, mais ça sera des choses qui seront certainement peu durables, sur quelques mois, et surtout, ça ne sera pas très profond. Aujourd'hui, on parle surtout de décroissance, hein, donc c'est au lieu d'avoir des croissances à 3 ou 4%, eh ben, on va tourner, on va tourner justement éventuellement, alors en Europe on est déjà à 0, et on va certainement connaître de la récession. Aux États-Unis, c'est pas sûr qu'ils connaissent la récession, ils descendront peut-être à 0, 0,5, voire 1, mais il devrait rester positif. En tout cas, c'est trop tôt pour le dire. Globalement, on est en train de se projeter, quand on parle récession ou stagflation, on se projette, alors en Europe, certainement plus tôt, mais pour les États-Unis, c'est la 2e partie de l'année, voire fin d'année. Donc ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que le marché est dans cette anticipation. Donc en gros, toute mauvaise nouvelle économique pousse le marché à penser que la Banque centrale américaine ne va pas pouvoir pousser son plan de resserrement monétaire aussi loin qu'annoncé. Et donc, comme on a pricé un petit peu, et qu'on est en train de pricer le pire du pire, c'est vu comme un soulagement. Des bonnes statistiques économiques, à contrario,
sont vus comme le fait que, open bar, les banques centrales peuvent resserrer, puisque l'économie est résiliente, etc. Et après, on peut se dire, on a peur. Mais ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que, on en avait parlé dans les précédentes vidéos, c'est que le resserrement monétaire, il est là. Il ne faut pas également sous-estimer, au-delà de l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui est pour moi le plus important, c'est surtout la réduction du bilan. Donc la réduction du bilan va être de manière graduelle, mais c'est là vraiment où on va pouvoir savoir comment le marché il encaisse. Pour moi, je pars du principe qu'on est très loin d'une situation économique comme on avait avant les subprimes, c'est-à-dire que notre consommateur il est sain, nos entreprises elles sont saines, oui bien sûr il y a de la dette, mais les niveaux d'endettement, les niveaux de levier sont très loin, et de santé financière, quand on regarde les banques, etc., on est très loin de ce qu'on avait en 2008. Donc on a un effet systémique qui est très réduit par rapport à ce qu'on pouvait avoir en 2007-2008, justement. Donc ça aussi, c'est important de prendre en compte. C'est-à-dire que quand on parle de récession, il faut penser que on normalise les excès, justement, et que c'est tout à fait sain, et donc on va vers une normalisation. Et donc surtout, voilà, de savoir, cette récession-là, est-ce qu'elle peut commencer à impacter de manière systémique l'économie? Et la réponse, pour moi, aujourd'hui, est non. Donc c'est important de bien comprendre un petit peu de quoi on parle, et de bien comprendre que, voilà, on est dans l'anticipation. Le marché est dans cette peur parce qu'il est blindé, tout le monde est sur les actions. Il n'y avait pas d'alternative. Vous avez 70% des portefeuilles, des hedge funds et des fonds qui sont en actions. Et les 30% restants, c'est en obligataire, mais parce qu'ils sont obligés réglementairement parlant. Sinon, ils seraient plein pot actions. Et donc, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, si vous voulez, vous devez sortir, mais pour aller où? Les obligations se font complètement défoncer. Alors certes, vous pouvez acheter une obligation à 10 ans américain, ça va vous payer 3% actuellement, mais l'inflation, elle est à 7. Alors oui, on peut parler de pic d'inflation, peut-être que l'inflation en fin d'année sera plus qu'à 4, mais en gros, vous êtes toujours en déficit, vous êtes toujours en taux négatif. Alors petit à petit, ces taux négatifs, on voit se résorbent et vont peut-être commencer à être positifs, et on va anticiper qu'ils deviennent positifs pour 2023, donc éventuellement, l'obligataire deviendra à nouveau une protection, ou une possibilité de protection, au-delà des obligations que vous pouvez avoir quand vous avez un fonds, ou quand vous avez une banque, etc., d'acheter des obligations, mais pour l'instant, je veux dire, tout le monde est en action. Alors, ce qu'on a vu, c'est essentiellement des rotations entre secteurs d'activité et entre zones géographiques, et le dollar aujourd'hui est extrêmement fort, et donc en fait, ça a eu l'effet qu'on a continué de massivement investir sur les US. Donc, la problématique, c'est toujours la même, c'est que les valorisations aux US, même si elles ont beaucoup baissé, sont toujours élevées. Alors c'est des valorisations essentiellement donc sur les secteurs technologiques, hein, toujours le cas. Mais après, vous avez d'autres niveaux de valorisation sur le marché, qui sont des valorisations donc sur les entreprises avec des actifs tangibles, qui elles sont toujours basses. Et si vous regardez les données fondamentales des entreprises énergétiques, elles sont toujours bien en deçà, on est toujours sous-valorisé, même avec des valeurs qui ont fait du x2, x3. Donc ça aussi c'est important de bien le comprendre. Alors après vous avez le Covid en Chine bien entendu, mais il va bien se terminer et la Chine va bien se réouvrir. Et ensuite la guerre en Ukraine. Là aussi, il y a à boire et à manger. Globalement la problématique, c'est qu'on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, mais du moment qu'il n'y a pas d'escalade supplémentaire, le marché, je dirais, a plus ou moins accepté ça. Ce n'est que si on a une escalade supplémentaire qu'on peut avoir à nouveau du décalage. Donc voilà, globalement, moi quand je regarde tout ça, en fait, rien n'a changé. Tout est exactement pareil. Ce qui change, en fait, si vous voulez, c'est que vous avez énormément de pression et vous avez énormément de flux sortants qui oblige des fonds qui étaient investis à 100%, de vendre des actions pour pouvoir rembourser leurs clients. Donc il ne faut jamais sous-estimer cet effet de peur, il ne faut jamais sous-estimer cet effet de momentum, et quand vous décidez de sortir de la salle de concert, vous vous rendez compte que la sortie de secours est trop petite, et en fait c'est l'effet boule de neige, et c'est les capitulations qui se mettent en marche avec les appels de marge. Il ne faut pas sous-estimer que ces appels de marge-là, également impactent les valeurs cycliques, les valeurs value, parce que du coup, pour pouvoir renflouer vos actions ou pour vos portefeuilles, pour pouvoir éviter de mettre la clé sous la porte, et potentiellement on verra de plus en plus de fonds qui vont nous annoncer ces prochaines semaines, ces prochains mois, qu'en gros ils mettent la clé sous la porte,
vous êtes obligé de vendre ce qui marche. Donc éventuellement des valeurs et des actifs. Donc en gros, ça peut quand même impacter des valeurs cycliques qui baissent, même si elles sont sous-valorisées, etc. Vous avez des baisses parce que on est obligé de les vendre pour pouvoir renflouer ailleurs. Il ne faut pas sous-estimer également que si le marché commence à acter qu'on va vers de la récession en Europe et potentiellement une décroissance, c'est qu'on va également vers la décroissance des profits futurs des entreprises. On a énormément, les résultats du premier trimestre ont été essentiellement bons, voire très bons pour l'essentiel des entreprises, mais beaucoup de patrons nous ont bien annoncé qu'en gros la seconde partie de l'année ça allait être un petit peu plus compliqué. Donc on impacte sur les marges, etc. Et puis surtout, il y a la bourse, il y a les grandes sociétés du CAC 40 et des grands indices qui, elles, ont la capacité, parce qu'elles sont incontournables pour la plupart d'entre elles, de répercuter une bonne partie de la hausse des prix sur leur client final. Mais le tissu économique, le vrai tissu économique, c'est les PME. Et elles n'ont pas nécessairement la puissance ou le pricing power pour répercuter actuellement les hausses de tarifs, et notamment les hausses de tarifs énergétiques, qui plus est avec un euro qui baisse, un impact qui peut être puissant, contrairement à des entreprises internationales qui produisent en Europe, mais qui exportent en dollars, et qui donc profitent de la situation actuellement. Donc il faut bien comprendre un petit peu tout le melting pot qui se met en place actuellement. Mais globalement, il n'y a rien de nouveau, et je pense qu'on s'est déjà tout dit ces derniers mois, et en fait, on est juste dans l'avancement. Le scénario, il est là, il est sur la table, et tout ce qu'on a au jour le jour, si vous voulez, c'est on est en train de valider petit à petit de plus en plus le scénario. Mais vous avez donc ce phénomène, évidemment, d'intercycle. Et donc, il ne faut pas omettre que dans des marchés qui sont extrêmement volatiles, ce que je vois trop souvent, c'est des personnes qui changent de scénario du jour au lendemain, parce qu'un coup, on gagne plus 5%, le lendemain, on en perd 4%, le surlendemain, on en gagne 3%, puis on en repère 2%. C'est de la volatilité, c'est du trading de court terme, c'est de l'algo, c'est des fonds, c'est des arbitrages. Il y a énormément de liquidités sur les marchés, et ces mouvements-là, avec un manque de contrepartie, font qu'on a cette volatilité qui est toujours énorme. Et donc il faut bien, je dirais, séparer les choses. Donc voilà, ne pas omettre un petit peu tous ces aspects-là, et que le marché joue les choses au fur et à mesure. Et donc continuez de regarder vos graphiques, parce que globalement, le marché nous dit, on fait toutes ces analyses macro, fondamentales, etc., pour savoir un petit peu dans quoi on veut investir, mais le timing, c'est toujours l'analyse graphique qui vous le donne. Allez, j'arrête de parler, globalement on s'est beaucoup répété, mais c'est toujours important, je pense, de faire une synthèse, surtout après une semaine aussi volatile que ça a tendance à chambouler un petit peu les idées et à nous faire oublier l'essentiel. L'essentiel, on en avait parlé également graphiquement parlant la semaine dernière, c'était que les tendances graphiques restaient très dégradées et que le gros risque, évidemment, c'était de partir en capitulation si on commençait à casser par le bas. Le CAC 40 a commencé à lâcher par le bas là, entre hier et aujourd'hui, et donc on a fini par lâcher les 6003 et des brouettes. On est allé chercher là, les 6200 points, qui sont, je vous avais dit, il y a un support tous les 100 points, en gros, mais moi vraiment, le niveau qui m'intéresserait le plus, alors on verra bien entendu, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais le niveau que j'aimerais bien, et qui m'intéresserait le plus, ça serait de revenir sur cette zone des 6100 points, et de la tenir bien entendu. Ça resterait, pour moi, le marché resterait en fait et pour moi le marché reste toujours en fait dans une construction en biseau descendant. Donc en fait c'est la normalisation, c'est en gros on retrace les excès pour moi de 2021. Et c'est quelque chose de sain, en fait, faut le voir comme quelque chose de sain, comme quelque chose de normal. Si on venait à commencer, je pense, à passer en dessous des 5005, etc., là ça serait moins jojo. Mais pour l'instant, je considère que c'est quelque chose de toujours sain. Et on le fait étape par étape. Donc là, on dégrade un petit peu plus rapidement. Mais du coup, assez rapidement, on va arriver sur les supports 6002. Et pour moi, surtout la zone des 6100. Alors je ne sais pas si on va y aller tout de suite, si on va retergiverser. Ce que l'on voit globalement, c'est qu'on est toujours dans cette construction en biseau descendant, que tant qu'on reste là-dedans, c'est de la congestion, et qu'en gros, il ne faut pas s'attendre à des grosses décisions du marché. Ça va rester encore le yo-yo. Et là, tout de suite, c'est de l'indice. Comme je vous ai dit en début de vidéo, attention à l'illusion des indices. C'est pas parce que c'est le yo-yo sur l'indice et qu'il n'y a pas vraiment de décision que vous n'avez pas des secteurs d'activité et des valeurs prises individuellement parlant, qui ne sont pas dans des tendances moins de risque, parfaitement claires, zen, et vous en sortez très bien avec ça.
Donc là, voilà, au niveau d'indice, et évidemment, donc c'est le luxe hein, qui n'aide pas, qui avait aidé tout le marché à sortir la tête de l'eau, et qui là, évidemment, au pêche. Mais quelque part, voilà, on était prévenu. Donc ça sera l'idée. Donc j'ai une zone sur les 6180 points, une autre sur les 6100 points, mais globalement, voilà, il n'y a pas de quoi s'emballer pour moi, même si on fait du rebond, c'est à considérer comme du rebond technique à l'intérieur de la figure, tant qu'on ne repassera pas au minimum au-dessus des 6430 points. Il y aura d'autres niveaux à casser avant de parler de retournement, etc. Mais pour moi, voilà, au minimum, maintenant qu'on est en dessous des 6400, 6430, tout rebond reste à considérer comme du rebond technique, dans une dégradation qui continue de se mettre en place, qui s'accélère un petit peu là, et en gros il faut attendre que le marché nous démontre où sont un petit peu les supports. Ce qui est intéressant, c'est de voir les volumes, donc on est bien dans un début de capitulation sur le marché. Je ne parlerai pas encore de pleine capitulation, je n'ai pas encore vu une vraie panique, je ne le ressens pas sur les indicateurs, etc. Mais voilà, on a une belle hausse de volume, etc. Donc on commence un petit peu là, à attaquer, à secouer les mains tremblantes. On a besoin de nettoyer le marché également. Le gros nettoyage, évidemment, il se fait sur les valeurs technologiques. Et ce nettoyage-là, bon, on l'a vu déjà en avril, et on a vu, voilà, globalement, vous voyez un petit peu cette volatilité, tac, 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 tac. Je veux dire, pour un trader, ça c'est super. Mais sinon, vous voyez qu'en une semaine, en fait, vous n'avez rien fait. C'est la même chose pour... c'est globalement la même chose. On a commencé la semaine, hein, faut pas l'oublier, on a commencé la semaine à 12 700 points, 12 800 points. On l'a fini plus ou moins au même niveau. Entre-temps, on a eu la réunion de la Fed, qui nous a rien appris. Mais on a eu énormément de volatilité, mais globalement, si on doit conclure cette fin de semaine, c'est que c'est un non-événement. C'est que la réunion de la Fed, on a eu ce qu'on devait avoir, et en fait, le marché, globalement, nous indique qu'il a pricé. Alors certes, on a eu énormément de volatilité sur des plus hauts et sur des plus bas, c'est clair et net. Il faut avoir des tailles de position qui sont adaptées, sinon émotionnellement, on lâche, bien entendu. Mais globalement parlant, si on est strict, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui sont démoralisées aujourd'hui parce qu'en gros, elles partent du principe que leur moral, il était là. Donc forcément, boum, on s'est pris 1000 points dans la figure en 2 jours, c'est la cata, c'est la panique, c'est le sell-off, c'est la capitulation, c'est la fin du monde, je vends tout, j'en ai marre, c'est n'importe quoi, blabla. Ouais, mais en fait, on a commencé la semaine là. Et donc là, leur niveau de morale... Finalement, leur niveau de morale aujourd'hui devrait être au même niveau que lundi, si on est parfaitement objectif. Mais en fait, il ne l'est pas. Il est en mode complètement panique parce que ils ont mis leur niveau de morale ici. Mais globalement, je veux dire, vous voyez ici, on n'avait rien cassé. Donc on n'avait rien cassé à la hausse, c'était une très belle séance, hein. Moi le premier, je me suis pris la porte de saloon, il n'y a pas à dire, on peut avoir le recul nécessaire, le scénario et tout machin, et puis pêcher sur l'exécution, et puis être quand même surpris par la volatilité, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, moi j'aurais bien joué jusqu'à la moyenne mobile 20, globalement, et après, après pour moi ça se vendait. Mais bon, on n'est pas allé jusque là, on a stoppé sur le niveau graphique. Et après, bon, la difficulté c'est la vraie porte de saloon parce que c'est très rapide. C'est très rapide en gros, et si vous donnez à bouffer à votre petit pendant 30 minutes, hier, entre 15h30 et 16h, eh ben, c'était les 30 minutes qui vous manquaient pour pouvoir solder pas trop dégueulasse vos positions. Et après, c'est un petit peu plus compliqué. Mais globalement, je veux dire, on est toujours aujourd'hui, vous le voyez, dans énormément de volatilité, mais qui nous permet de construire la figure. Figure de congestion, biseau descendant. On est allé chercher le bas d'une autre oblique que j'avais aujourd'hui, donc aux alentours des 12 500. Ça permet pour l'instant de résorber, mais même chose, je veux dire, vous pouvez venir jusqu'à la moitié du chandelier d'hier, jusqu'au 13 100, que ça reste du rebond technique. On peut même aller chercher jusqu'au 13 300 et cette oblique ici, ça reste du rebond technique. Il faudra repasser au-dessus des 13 300, 13 500 pour se dire, oui, là, peut-être, ok, on se donne peut-être une marge. Mais, voilà, on voit mal les catalyseurs qui pourraient permettre de faire ça du jour au lendemain, hein. Donc, pour l'instant, on continue de naviguer là-dedans. Le risque, c'est toujours le même, c'est de casser ici par le bas. Et là, d'avoir la vraie capitulation qui se met en place, c'est-à-dire, en gros, il n'y a plus personne dans les carnets d'ordre, ça creuse, tout le monde qui vend. Mais pour moi, ça serait une très belle opportunité. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on parle récession et compagnie,
les valeurs de croissance qui ont de la visibilité, qui n'ont pas de dette ou très peu de dette, qui ont de la visibilité sur leur chiffre d'affaires, sur leur croissance, et qui sont capables de croître plus que l'inflation et plus que la croissance économique ou la décroissance, ben, c'est des valeurs technologiques, certes. On les valorise moins parce que vous avez l'augmentation des taux d'intérêt, certes, mais elles vous offrent une visibilité. Donc derrière, à un moment donné, c'est-à-dire que le marché fera aussi son tri des patates entre les valeurs, certes, qui sont dans un secteur de l'activité qui n'est pas apprécié, mais qui sont quand même de bonne qualité. Donc c'est là aussi où on rentre dans des marchés, c'est déjà le cas depuis plusieurs mois, mais où des stratégies passives, j'en avais parlé il y a une année, des stratégies passives indicielles ou des stratégies passives sur des trackers, même sectoriels, si ce n'est l'énergie bien entendu, mais ils vont sous-performer une stratégie beaucoup plus active, à condition de savoir ce qu'on fait, bien entendu, parce que ça reste très volatile, donc c'est essentiellement quand même avec une certaine expérience. Donc toujours est-il que si on venait à lâcher un petit peu plus bas, ben pour moi j'ai 12 002, c'est mon gros morceau, et si vraiment on veut capituler, j'ai la zone 11 005 avec ce gap ici, 11 005, 11 003. Autant vous dire que si on capitule et on va chercher là-dedans, personnellement, moi, c'est là où j'ai envie de mettre le paquet. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on y va d'un coup, ou est-ce qu'on continue ce qu'on a en place depuis déjà plusieurs mois, c'est-à-dire une dégradation, on va dire qu'elle est lente, parce que elle se fait étape par étape, mais vous dégradez à coup de 5%, donc c'est pas lent, globalement, mais il faut aussi savoir d'où on vient. Hein, c'est ça qui est important. C'est aujourd'hui, tout le monde vous parle des 25% que le Nasdaq s'est pris dans la figure depuis novembre. Mais voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que on a retracé, pour l'instant, même pas la moitié du mouvement depuis le point bas du Covid. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel à retenir. C'est le plus important à retenir, c'est que on est toujours en train aujourd'hui de normaliser et de retracer une partie de la hausse, et c'est tout à fait sain. Alors, forcément, on avait quasiment fait un x2 et demi, donc forcément, vous prenez un prorata de 25-30%, ça fait mal, ça fait peur, mais ça reste un prorata, hein. On n'a rien remis en cause, donc on retrace. Et là, le retracement, pour moi, globalement, je dirais pas qu'il est terminé, mais qu'on est vraiment pas loin, au moins d'un point bas intermédiaire qui permettrait de reconstruire. Avant de reparler de retournement haussier ou tout ça, j'en parle pas, mais je parle vraiment de construire un vrai point bas. Et pour ça, construire un vrai point bas, on a besoin soit de deux choses. On a besoin soit de zigzaguer, de réduire la volatilité et de casser par le haut, et là vous construisez un rebond plus fort, ou au contraire de capituler. Et là, ok, vous prenez une grosse secousse, mais ça permet de capituler et ça vous permet de faire revenir sur des prix assez intéressants. Parce que même des valeurs technologiques peuvent revenir sur des niveaux de valorisation intéressants. Il faut faire le tri, hein, on est d'accord, mais là aussi, ça va être le cas. Donc pour l'instant, globalement, hein, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Pour moi, on reste dans la congestion actuelle, on est venu chercher le bas, on fait de la réaction, mais on a tout à prouver encore. La tendance demeure baissière, et tant que vous ne dépassez pas au minimum les 13 100, pour moi, c'est à considérer encore comme du rebond technique. Quand on regarde au niveau du 10 ans américain, on continue d'être dans la tendance baissière. Je vous avais dit, tous les rebonds sont à prendre avec des pincettes comme étant des rebonds techniques. Et donc là, vous voyez le soulagement qu'on a eu vis-à-vis de la Fed, ça a été que du rebond technique. On n'a pas été foutu de remonter et de casser l'oblique. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous voyez, là aussi, c'est la capitulation qu'on pourrait avoir sur l'obligataire aussi. C'est encore baissier, il y a encore des supports un petit peu plus bas, etc. Mais éventuellement, là aussi, ce qu'il va falloir regarder ces prochaines séances, c'est la capacité de construire un bottom. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et donc de rebondir et ensuite de construire ce socle-là. Et c'est à partir de ce moment-là où on va pouvoir commencer à se dire, ok, on a le consensus à acter le pire. On a pricé tout ça. Et donc maintenant, on price l'avenir. Et est-ce qu'on espère à l'avenir ou est-ce qu'on croit que ça va être pire que ce qu'on a déjà pricé? Et en gros, le risque, évidemment, le plus gros risque pour moi, c'est en gros qu'on fasse des marchés en zigzag pendant un assez long laps de temps,
hors guerre en Ukraine, etc., escalade, tout ce que vous voulez, hors éléments nouveaux, mais on rentre dans des marchés voilà, qui fassent pas mal de zigzags et des constructions assez longues, en attendant que on ait les stats économiques qui rentrent et qu'on puisse constater si les banques centrales ont fait une erreur ou pas. Encore une fois, c'est pas maintenant qu'on peut dire que les banques centrales font une erreur, ça sera dans 6 mois ou dans 9 mois. Et évidemment, ça sera facile à ce moment-là de leur dire qu'ils font une erreur, de la même façon qu'ils faisaient une erreur en ne remontant pas les taux. Et donc, l'avantage, je vous l'avais dit, c'est que l'inflation grignote la dette, et donc on remonte les taux, on resserre les taux, pour essayer de combattre l'inflation, mais pas trop vite, pas trop fort, pour éviter de ne pas tuer la croissance économique, d'une part, et deuxièmement, parce que l'inflation, pendant ce temps-là, au moins grignote un petit peu notre dette. Donc ça nous relâche un petit peu là-dessus. Donc on reste derrière la courbe de l'inflation. C'est ça qui est le plus important. Donc, sinon, au niveau du Brent, on continue d'être haussier, hein, on continue d'être dans cette congestion ici, vous voyez, on en sort par le haut. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la sortie de cette horizontale ici, qui permettra d'aller chercher un nouveau top vers la zone des 120. Alors on espère que ça ne sera pas lié à une poutinade. Ensuite, au niveau de l'or et de l'argent, eh ben, c'est toujours la même chose globalement. Si on continue de faire du resserrement économique, du resserrement monétaire, c'est pas très bon. C'est pas très bon pour l'or. Le dollar est fort, donc c'est pas très bon. Ce qui va nous intéresser, voilà, c'est si le dollar commence un petit peu lui aussi à arriver sur un pic et à retracer une partie de sa hausse, c'est là où l'or peut éventuellement reprendre un petit peu de sa superbe. Là où l'or peut reprendre de sa superbe aussi, bah, c'est à partir du moment où on va dire que la Fed éventuellement n'ira pas au bout de son resserrement. Alors c'est pas maintenant, c'est pas dans les 3 mois à venir, c'est dans 6 ou 9 mois éventuellement, mais le marché peut se mettre à l'anticiper au fur et à mesure. Mais globalement, c'est à ce moment-là où on va pouvoir se dire, oui, on va jouer à nouveau l'or. Pour l'instant, on le voit, on est dans de la construction, on continue de construire, on est toujours pour moi sous cette médiane ici des 1915 $. Tant qu'on ne repasse pas au minimum au-dessus de ça, il n'y a pas de relance haussière sur l'or. On reste dans des configurations qui sont haussières, dans des tendances de fond long terme, mais voilà, pour l'instant, on pêche un petit peu sur le resserrement monétaire. C'est la même chose sur l'argent. Là, pour moi, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour pouvoir reparler de relance haussière tant que vous ne repassez pas au-dessus des 24 $. Et enfin, au niveau de l'eurodoll, on construit pour l'instant un petit socle, mais globalement, ce qui va surtout nous intéresser, hein, c'est la sortie haussière de ce socle-là qui permettra d'avoir un rebond un petit peu plus puissant. Mais à ce stade-là, c'est baissier, point barre. Hein, ne pas sous-estimer que ça peut encore casser par le bas et aller chercher là aussi la capitulation. Mais ce qu'on attend, c'est en juillet, en gros, la BCE qui pourrait décider elle aussi de remonter ses taux. Et là, éventuellement, on pourrait commencer à construire une défense un petit peu plus forte sur l'euro. Mais pour l'instant, voilà, c'est baissier. Donc globalement, c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout. C'est beaucoup de choses qui sont baissiers globalement, qui sont en train de construire des niveaux de socle, mais où il ne faut pas sous-estimer encore la capitulation. Voilà, je vais devoir vous laisser, puisque j'ai mon chef qui vient d'arriver. Je vous souhaite un excellent week-end, et on se retrouve la semaine prochaine sur graphcobourse.fr pour les différentes chroniques quotidiennes. Salut les graphes.